Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Mirko Show avec Nicolas Birkovic. Donc, Nicolas, comment vas-tu? Écoute, ça va pas mal. Les beaux Ouais. jours sont de retour, donc ça va forcément bien. Ah bah visiblement, on a fait tomber la veste. C'est que les beaux jours, les journées chaudes même Oui, sont de retour. Les soirées chaudes, pardon, sont de retour en France. exactement. Alors, dans cet épisode, on va pas parler de canicule, on va parler d'une autre bouffée de chaleur qui a enflammé là de l'autre côté de l'Atlantique cette fin de semaine dernière et tout ce début de semaine. C'est la bromance Trump-Musk. On a titré Je t'aime, moi non plus. Tout de suite, générique. Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Alors, vous êtes à Résistance de l'autre côté de l'Atlantique. Le résistant de cette fin de semaine et un peu moins de ce début de semaine, c'était Elon Musk. Elon Musk, Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un peu, ça m'a fait penser énormément à ce qu'on avait vu en Mondiovision, le crash entre Trump et Zelensky. Et ben là, c'était pareil. En Mondiovision, affiché sur X, anciennement Twitter, Elon Musk est parti à l'assaut du président américain. Comment on peut commenter ça? Alors, bon, je pense qu'il faut d'abord voir à quel moment cela se passe. Là, cela fait depuis fin janvier que Trump est en place. Il met en place son gouvernement. Il passe tous ceux qu'il voulait intégrer dans le gouvernement devant le Sénat. Tous ces candidats sont acceptés. Il commence à mettre en place ses différentes politiques. Et là, évidemment, au bout d'un certain moment, assez rapidement, on voit qu'il y a quelques failles. Il faut rappeler que la tâche de Trump, je n'arrête pas de le répéter, c'est vraiment équivalent à nettoyer les écuries de Géas. Et je dis même que je pense que la tâche d'Hercule était quand même plus simple. Et Trump est parti dans beaucoup de directions différentes en même temps. On aura l'occasion d'y revenir. Je pense que stratégiquement, ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire. On verra. On juge un arbre son fruit, mais on verra. Et il y a forcément beaucoup de tensions. N'oublions pas de nouveau que Trump a 2 ans pour faire des preuves rapides, parce qu'il va avoir ses fameux midterms, et qu'il a beaucoup de choses à faire. Et un des sujets qui est majeur, et une des raisons pour lesquelles Trump a été élu, une des raisons pour lesquelles il a été soutenu aussi par une partie des républicains, et notamment par Elon Musk, c'est qu'il avait promis de réduire le déficit américain la dette, le niveau de la dette. Les États-Unis, n'oublions pas, depuis 1971, ou même bien avant, hein, si on regarde, et la fin des accords de Bretton Woods et la libre appréciation du dollar sur les marchés, donc le dollar n'a plus une valeur fixe en or, eh bien, les Américains ont fait travailler la planche à billets. Et on sait maintenant, historiquement, qu'ils l'ont fait bien avant. Ils avaient plus de dollars qu'ils n'avaient d'or dans leurs réserves. Or, ça, c'est un problème parce que les États-Unis sont surendettés, 35 000 milliards de dollars aujourd'hui de dette publique. N'oublions pas que la société américaine, la société de consommation en général, vit beaucoup sur la dette et que c'est une bombe à retardement parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez autant d'argent et que vous en devez autant, votre économie, au bout d'un moment, peut vraiment être fragilisée. Tant que tout le monde fait confiance en votre économie, vous pouvez avoir beaucoup de dettes, vous pouvez émettre des bons du trésor et faire porter votre dette sur d'autres pays qui ont confiance, qui vont être remboursés un jour parce que vous êtes une économie qui est très stable, qui est très sûre. Mais on est en train d'arriver dans un moment où l'économie américaine flagelle. Elle va de moins en moins bien, le dollar se porte de moins en moins bien. Et il est urgent, et Donald Trump avait depuis longtemps promis qu'il allait réduire la dette américaine et qu'il n'allait pas faire marcher la planche à billets. Or, il fait passer un Big Beautiful Bill, une grande, comment dire, un amendement. Dépense, voilà, de dépenses, une grosse demande de dépenses aux États-Unis qui concerne plein de secteurs différents, où il va alourdir la dette parce que les États-Unis, ils vont vivre au-delà de leurs moyens. Et ça, c'était un des sujets principaux pour Elon Musk. N'oublions pas qu'il était à la tête du DOGE, Department of Government Expense. Donc, c'est la direction qui était chargée d'inspecter les dépenses d'État,
de dégager tout ce qui est superflu, qui ne sert à rien. Il s'est rendu compte qu'il y avait des administrations qui faisaient 2 fois le même boulot, qui ne faisaient pas de la même manière. C'est entre autres le travail de Musk qui a permis de dévoiler au niveau du grand public, même si on était nombreux à tirer la sonnette d'alarme depuis des années sur les milliards et des centaines de milliards que le contribuable américain a payé depuis des années pour mener des opérations d'ingérence politique dans des pays étrangers sans même apporter de la nourriture. Le USAID, par exemple, qui était censé aider à apporter de la nourriture, de l'aide humanitaire, eh bien, Musk a montré au monde entier que ces parties étaient tout petites et que l'essentiel de ces dépenses concernait la réingénierie sociale, des révolutions de couleur sans dire leur nom, du financement de partis politiques opposés pour servir les intérêts des États-Unis. Donc, il a permis de faire ça. C'était vraiment son combat. Et là, tout d'un coup, donc lui, son but, c'est de réduire les dépenses. Et Trump, tout d'un coup, sort ce Big Beautiful Bill où il veut augmenter les dépenses. Et là, évidemment, eh bien, on a 2 grands égos, 2 personnes qui, je pense, s'entendent sur beaucoup de choses, ont dû être très, très proches, et voilà, et se disputent. Et malheureusement, on est dans une société actuelle de politique spectacle. Je l'ai reproché à de nombreuses reprises. Je pense que ça arrive entre des hommes, même entre de bons amis, de se disputer. Il y a de la tension, il y a de la fatigue, il y a de l'énervement, et on peut comprendre que dans l'administration de Trump qui essaie de renverser les tables, il y a beaucoup de tout ça. Et malheureusement, ça a été déballé sur la scène publique. Et là, peut-être au pire moment en plus pour Trump. Hein. Ah oui, un très mauvais moment pour Trump. Trump qui, plus que jamais, doit rassembler. Trump qui peine un tout petit peu dans ses négociations avec la Russie, même si elles ne sont pas du tout terminées. Il avance, mais peut-être pas au rythme qu'il avait promis. Trump qui s'excite avec l'Iran, qui a du mal à gérer un peu la situation au Moyen-Orient. Il y a la Chine qui était... Ouais, voilà, la Chine aussi, où la discussion est compliquée. Bon, on voit là que ces dernières heures, eh bien, il y a plutôt des bonnes nouvelles qui sont sorties pour Trump de ce côté-là. Et Musk, là, qui tout d'un coup s'excite, je pense vraiment pète un câble sur son propre réseau X et commence à parler d'une abomination dégoûtante, si je me souviens bien de l'expression employée, pour parler de ce que fait Trump, qui dit que Trump est dans les fichiers Epstein. Donc, il accuse d'être directement dans ces fichiers, les fichiers de Epstein. Même plus que ça, il va dans cette nuit de folie où je pense qu'en fait, lorsqu'on est dans un moment de colère, en fait, ou peut-être qu'il a bu un petit verre de trop, je pense que c'est le moment où il faut enlever son téléphone ou déconnecter son compte Twitter, mais c'est surtout pas le moment de tweeter. Alors effectivement, tu parles de tout ça, mais il va plus loin parce que sur Epstein, il attaque Trump en disant il faut, s'il est coupable, s'il est partie prenante des affaires Epstein, il faut donc qu'il soit démis de ses fonctions et il faut notamment, il appelle à la prise de pouvoir de Vance, de J.D. Vance en tant que vice-présidente. Il appelle à créer un nouveau parti. Il appelle à créer un troisième parti. Il s'étend de créer un nouveau parti. Et avec tout l'impact médiatique qu'a Elon Musk, parce que c'est des millions et des millions de followers qu'il a sur son réseau naturellement, mais enfin, d'une manière plus globale au niveau mondial. Ça fait tous les titres des journaux. Enfin, c'est quand même complètement fou. Oui, c'est complètement fou. Je pense que c'est regrettable parce que quelle que soit son opinion politique, quand on est dans les affaires de l'État ou même quand on est, je veux dire, même dans des affaires privées, c'est pas pour rien qu'on dit que le linge sale se lave en famille. Il ne fallait pas déballer tout ça. Je pense qu'on peut comprendre que Elon Musk soit dépité parce qu'en effet, il lutte contre la gabegie budgétaire de l'État. C'est vraiment la raison pour laquelle une des raisons principales pour lesquelles il s'est engagé auprès de Trump. Justement, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'il est satisfait du peu de temps finalement qu'il est resté en charge de ce Doge? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une frustration? C'est-à-dire que son départ n'est pas très clair. Lui dit je suis parti parce que j'étais arrivé au terme de ma mission. Excuse-moi, mais une mission qui dure moins de 3 mois, ça me paraît un petit peu short. Et on sait par des échos quand même des personnes qui suivent la politique américaine, je dirais au quotidien, que peut-être il n'est pas parti parce qu'il était arrivé en fin de terme, mais peut-être qu'on lui a dit de partir parce que Elon Musk, de fait de son caractère, se crée aussi beaucoup d'inimitié au sein même de l'équipe gouvernementale de Donald Trump. Oui, Musk est un électron libre. Je pense qu'il est arrivé dans
l'administration américaine, comme il serait arrivé dans une entreprise qu'il aurait rachetée, une entreprise américaine en tout cas, où du jour au lendemain, eh bien, il peut virer plein de personnes, il peut fermer une boîte, il peut fermer une entité, il peut en réouvrir une autre. Il est arrivé avec cet état d'esprit, donc certainement qu'il a été trop vite en besogne. C'est évident qu'il n'est pas arrivé au bout du processus. C'est pas possible de regarder toutes les lignes budgétaires de des milliards et des milliards de l'administration américaine. Donc c'est sûr et certain. Et il y avait beaucoup de personnes qui se sont énervées des ingérences de Musk. Parce qu'en plus, Musk ne fait pas partie du gouvernement. Il a une mission spéciale, mais il ne fait pas partie du gouvernement. Et il a énervé beaucoup de personnes. Et je pense que c'est remonté aux oreilles de Trump. Et on voit un peu, notamment, ces difficultés que Trump a et qu'il va avoir à renverser la table. Il ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Et on l'a bien vu avec quelqu'un comme Elon Musk, qui lui était prêt à vraiment tout chambouler. Il a voulu fermer l'USAID, on a vu que c'était difficile, qu'il y a eu énormément de procès contre Trump, contre son administration, suite aux décisions qu'il a prises, que ce soit concernant l'immigration, que ce soit concernant la fermeture de l'USAID ou de différentes associations, organismes américains qui recevaient de l'argent du contribuable pour mener des politiques qui étaient des politiques de réingénierie sociale à l'étranger. Donc, à chaque fois, il y a ces procès et peut-être, certainement même, que Musk a été trop vite et qu'il a... On voit que dans ce jeu-là, Trump a préféré calmer le système en place plutôt que de poursuivre Musk. Peut-être qu'il fallait demander à Musk de mettre un peu d'eau dans son vin. Je pense que ça aurait été la bonne solution. Mais Musk est parti. Je pense que c'est dommage et qu'il y avait forcément eu des disputes avant. N'oublions pas que Musk, il y a quelques jours, est quand même venu dans le bureau ovale avec un œil au beurre noir. Donc, du coup, on ne sait pas d'où il provient. Mais je ne sais pas s'ils sont vraiment battus. Enfin, peut-être pas lui et Trump. C'est probablement pas Trump. Pardon ? C'est probablement pas Trump. Non, je pense pas que ce soit Trump. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Peut-être qu'il s'est pris une porte. Mais je pense qu'il aurait pu dire qu'il s'était pris une porte. Je pense que c'est la situation. C'était une porte ou le point de quelqu'un qui n'avait pas la même opinion que lui. Je ne sais pas si c'est un bagarreur. Alors justement, est-ce que Trump a pas tout simplement abandonné Musk en race campagne parce que effectivement on parle de cette pression qui se fait sur Trump ou du moins ces inimitiés que Elon Musk s'était faites au sein du gouvernement, enfin des membres du gouvernement américain. Trump est actuellement excessivement sous pression de la part de son propre camp. On le voit avec des initiatives qu'il a du mal à contrôler du côté de Graham, qui était un républicain extrêmement influent. On en a parlé régulièrement sur cette chaîne, qui n'est pas un ami de Trump, très clairement. On le voit sur des personnes qui ont été un petit peu laissées en chemin et qui s'estimaient avoir un avenir du côté des républicains. Je pense notamment à DeSantis et d'autres personnalités qui étaient des personnalités de premier ordre au sein des Républicains. Ce que je veux dire, c'est que finalement, beaucoup de Républicains ont suivi Trump, peut-être contre leur volonté, parce qu'il y avait cette dynamique et que Trump étant un petit peu affaibli, j'ai l'impression qu'il est vraiment pressurisé par son propre camp et que peut-être Donald Trump a souhaité sacrifier Elon Musk en disant je m'accordais un petit peu de paix en interne. Alors, je ne sais pas si je ne dirais pas qu'il a écarté Musk. Je pense que Musk avait une position de choix. Musk faisait ce qu'il voulait, il appelait qui il voulait, il prenait des rendez-vous. On se souvient que tout de suite après les élections de Trump, Musk avait rencontré des émissaires iraniens, des diplomates iraniens, je pense que c'était à New York. Normalement, c'est le rôle de la diplomatie de faire ça. Il avait pris des rendez-vous et Trump le laissait faire. Et Trump le laissait faire, donc tous les niveaux. Donc Trump le laissait faire, et lui, il était un peu le Missy Dominici de Trump. Il leur mettait son nez où il voulait, il revenait, il faisait des rapports. Il n'y avait personne pour le filtrer, personne pour le contrôler. Il a joui de cette situation-là. Il était très, très proche de Trump. Je pense que c'est pas pour rien qu'on voyait souvent le petit X, le dernier fils de Musk dans le bureau ovale, sur les épaules, si je me souviens bien, de Donald Trump, en train de jouer avec lui. Ils étaient très proches. Et je pense qu'il y avait vraiment une relation de proximité quasi vraiment fraternelle. La pub cachée pour Tesla ou semi-voilée en tout cas par Donald Trump pour la voiture Tesla qui était devant la Maison Blanche. C'est pas un fan de la voiture électrique, quoi. Donc il y avait ça. Et comme c'est souvent dans ce type de relation un peu fusionnelle, au bout d'un moment, Trump, qui avait peut-être
certainement, alors qu'il c'est un bon foufou aussi, a été certainement un peu plus mûr que Musk et a dû se dire, attends, là, je dois prendre une décision parce que Musk est en train de remuer trop de boue dans l'ensemble de l'administration. J'ai trop d'ondes négatives qui remontent vers moi. C'est compliqué à gérer. Donc, il a dû demander à Musk de baisser d'un ton et de se mettre un peu plus en retrait. Ce que Musk, qui a certainement aussi un ego très développé, qui se voyait dans ce rôle de Missi Dominici, qui se voyait dans ce rôle d'intouchable de Trump, a très mal pris. Et c'est pour ça, un soir, peut-être sous l'emprise de je ne sais pas quoi, mais ou pas, ou juste un petit peu une folie passagère, a vraiment descendu Trump sur son réseau. Ah oui. A descendu Trump sur son réseau. D'une violence incroyable. Hein. Oui. On va rentrer un petit peu dans les détails après. Toute dernière question avant justement qu'on rentre dans ces fameux détails. On sent quand même Trump peu soutenu je dirais des personnalités de son gouvernement. On parlait de... Alors là, Graham, il y a en dehors du gouvernement, mais on peut parler notamment du secrétaire à la Défense, sur lequel on entendrait dire qu'il aurait participé ou qu'il aurait suivi en direct, notamment les frappes ukrainiennes en Russie, ce qui est complètement à l'encontre, je dirais, de la politique de Trump actuellement sur le dossier. Rubio, on parlait de lui pour les affaires étrangères. Effectivement, Rubio semble quand même pas extrêmement farouchement attaché à défendre son président. Bon... Et Kennedy, si on veut finir pour les grands leaders, Kennedy est quand même quelqu'un qui est extrêmement discret. Enfin, moi, je pensais qu'on le verrait plus ou qu'il serait plus participatif dans ce gouvernement. Il semble quand même assez en retrait. Est-ce que Trump est véritablement soutenu ? Convaincu que Trump soit abandonné par son entourage. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il a des vents contraires très forts. Depuis qu'il a pris le pouvoir, je pense qu'il était impressionnant et qu'il a impressionné son entourage. Il a mis en place tous les membres qui voulaient du gouvernement. Il a osé mettre Robert Kennedy Jr., il a osé mettre Tulsi Gabbard, il a osé mettre Kash Patel et tout ça est passé. Et il a agi tout de suite. Hein. N'oublions pas, quasiment une centaine de décrets présidentiels dans les premiers jours, s'attaquant au wokisme, s'attaquant à l'immigration, tendant la main vers Poutine, ce que Biden s'était interdit de faire pendant 4 ans. Donc, il a été très vite. Et là, il arrive un moment où donc il était dans ce marathon qui est le sien. Il est parti un peu en sprinter. Et là, au bout d'un moment, bon, voilà, il doit prendre sa respiration. Il avait fait quelques annonces un peu folles comme le Panama ou le Groenland ou le Canada, qui sont toujours un peu incomprises aujourd'hui. Je pense qu'on en entendra parler plus tard. Et son opposition est restée globalement silencieuse. Il n'y a pas eu les manifestations qu'il y a eu dans les rues quand il a pris le pouvoir la première fois en 2016. Il n'y a pas eu tout ça. Son opposition est plutôt restée calme. Tout le monde voulait regarder ce qui se passait. Je pense qu'il y en avait pas mal aussi qui avaient peur parce que ceux qui ont voté pour Trump voulaient vraiment qu'il emprisonne des personnes comme Hillary Clinton. Alors, il ne l'avait pas fait en 2016. Il y avait peu de chances qu'il le fasse de nouveau là. Mais qu'est-ce qu'il allait faire avec Biden? Est-ce qu'il allait mener des enquêtes? Est-ce qu'il allait attaquer des personnes? Il l'avait dit, d'ailleurs. Pardon? Il l'avait dit sur Biden et son entourage, au passage. Exactement. Donc je pense qu'il avait une partie de l'opposition qui avait peur qu'il commence et qui n'ont rien fait. Et là, on voit qu'il peine, comme on le disait tout à l'heure sur la Russie. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver, mais ça prend plus de temps que ce que lui il voulait. Et on a déjà expliqué sur cette antenne pourquoi. Le Moyen-Orient, c'est pareil. Et puis en politique interne. Et à partir du moment où il était un tout petit peu affaibli, et qu'on ne voyait pas cette espèce de monstre de travail qui était en train de mettre en place, en train de prendre plein d'idées, de décisions différentes. Et à un moment de l'accalmie, eh bien, son opposition a décidé de sortir la tête de l'eau. Et plus il va montrer des signes de faiblesse, plus l'opposition va commencer à l'attaquer. Et là, il n'est peut-être pas encore en position de faiblesse extrême, loin de là. Mais évidemment, c'est une position qui est un peu plus difficile pour lui à tenir en ce moment, et son opposition va se lâcher. Et Los Angeles ne l'aide pas non plus. Alors, ouais. Oui ou non, pareil, je ne suis pas encore persuadé, on va voir. N'oublions pas qu'il a été élu par les Américains, qu'on soit d'accord ou pas, il a été élu par les Américains pour renvoyer les immigrés clandestins. Il y en a 12 millions, on estime à 12 millions aujourd'hui le nombre d'immigrés clandestins aux États-Unis. Il demande aux agences fédérales de faire leur boulot. Et quand ceux-ci ne peuvent pas, parce qu'il y a des manifestations, parce qu'il y a des entraves
à la mise en place du droit, tout simplement, eh bien, lui, il décide d'envoyer la garde nationale. Alors, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus intelligent, de plus malin? Je ne suis pas sûr, j'en sais rien. De nouveau, on verra ce que les fruits donnent, mais c'est ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va cristalliser contre lui l'énervement d'une partie de l'opposition. Il va en même temps renforcer, je veux dire, ses partisans, les rassembler autour de lui dans ce moment où c'est un peu difficile. Oui, et ce qui est certain, c'est que ça va diviser les Américains. Lui qui devait avoir comme mission d'essayer de rassembler les Américains, Make America Great Again, eh bien là, avec ce qui se passe dans différents États, hein, c'est pas partout, mais dans différents États américains, ça va être, il part au conflit, et je le rappelle que ça, c'est encore quelque chose qui n'était peut-être pas prévu il y a quelques semaines et qui vient alourdir son travail, parce qu'on ne peut pas à la fois racheter le Groenland, récupérer le Canada, faire la paix avec Moscou et la Chine, et en même temps déporter, hein, c'est le terme américain, 12 millions de clandestins, avec des manifestations et des personnes qui commencent à être très véhémentes, dont des personnes comme Lindsey Graham dont tu parlais. Donc ce sont des personnes qui, dans son propre camp… Justement, c'est ce que j'allais te dire. Dans son propre camp, il n'y a quand même pas beaucoup de personnes qui montent au créneau médiatiquement pour le… Alors ça, on peut le dire, tu as raison. Donc il y a quand même un silence coupable. Alors justement, c'est dans ce moment justement un petit peu politiquement compliqué qu'Elon Musk, tu parlais avec son œil au beurre noir. Alors d'ailleurs, au passage, œil au beurre noir, est-ce qu'il n'aurait pas finalement rencontré tout simplement Brigitte en chemin? Peut-être là qu'est la question, parce qu'on l'a vu avec Jean-Michel, avec Jean-Michel et Emmanuel dans un avion, ça se passe pas toujours bien. Donc peut-être que Elon Musk a fait une rencontre d'infortune. Un journaliste lui a posé la question et apparemment c'était pas ça. Donc c'est pas notre première dame de France, visiblement. Donc ceci étant, au-delà de la plaisanterie, c'est ce moment-là que choisit Elon Musk pour attaquer violemment Trump. On va rentrer du coup dans les propos d'Elon Musk frontalement. Est-ce que Donald Trump, par exemple, sur l'affaire Epstein, est-ce que c'est crédible déjà? Il connaît Epstein. Les tweets ont tous été effacés depuis. Oui. Non, mais Trump et Epstein étaient amis, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Donc, jusqu'où est-ce qu'ils étaient amis, ça, on ne sait pas. Ils ont été amis et c'est pas on ne peut pas incriminer toutes les personnes qui ont été amies. Epstein était très connu à New York. Il avait un carnet d'adresse assez incroyable. Et ça ne veut pas dire que tous ceux qui étaient dans ce carnet d'adresse ou qui le fréquentaient ont été coupables de pédophilie ou d'actes de violence sexuelle, c'est vrai que Trump ne jouit pas d'une excellente réputation sur la question des femmes. C'est un coureur de jupon, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un secret de polichinelle. Pour autant, c'est pas parce que c'est un coureur de jupon qu'il est pédophile. Donc ça, aujourd'hui, je ne sais pas. Évidemment, ça fait mal. Ça fait mal parce que les opposants à Trump le lui rappellent, montrent des photos de lui et d'Epstein. Et c'est sûr et certain que Trump a un genre de passé qui pourrait laisser imaginer qu'il aurait fait partie de ce Elon Musk lui-même, puisqu'il a sorti des vidéos. Pardon? Et Elon Musk lui-même, puisque le jour où il fait ce tweet, il adosse à son message une vidéo de Trump qui peut être interprétée de manière négative pour le président américain. Alors, le père d'Elon Musk, notamment en déplacement à Moscou en début de semaine, a justement dit que son fils avait fait une erreur, qu'il fallait qu'il fasse sa paix, chose qui a été faite aujourd'hui. Alors là, on enregistre mercredi soir. Donc, ce mercredi, Elon Musk, effectivement, a retiré donc, les tweets qu'il avait fait. Il a tweeté, effectivement, qu'il présentait ses excuses au président américain, qui, lui, de son côté, a dit qu'il avait été déçu, mais qu'il pardonnait. Quel avenir pour les deux? Je pense ils sont en train de se rabibocher. Comme je le disais il y a quelques instants, ils ont été très proches. Ils ont travaillé ensemble. Je pense que Musk était le confident de Trump et vice-versa. Ils ont vécu des choses assez incroyables ces dernières années dans cette campagne. Et il y a eu un moment où Musk s'est senti trahi. Et je pense que Musk doit apprendre à vivre avec le fait que le président, c'est Trump, c'est pas lui. En revanche, Trump, il doit faire aussi attention parce que Musk a du pouvoir. Musk avait menacé de financer le Parti démocrate, de lancer un nouveau parti. Il est le propriétaire de X, qui est, mine de rien, une des plateformes les plus utilisées au monde. Donc, c'est un homme, et c'est l'homme le plus riche du monde. Donc, il a des moyens, même…
Il dit même d'ailleurs que c'est grâce à lui que Trump a été élu. Oui, on a affaire à deux égaux qui font partie de ce star system politique de la société de consommation. Ça, c'est sûr et certain. Elon Musk, il aime les caméras. Donald Trump aime les caméras. Ils ont de l'ego. Et donc voilà. Et donc malheureusement, ce genre de débat, ce genre de discussion se retrouve dans la sphère publique avec des mots en dessous de la ceinture, ce qui n'est pas vraiment nécessaire, même si on sait que tous les hommes sont capables de se comporter comme ça. On a un peu envie d'avoir une meilleure image de ces hommes politiques. Mais voilà, pour moi, ce à quoi mène la société de consommation aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils vont se rapprocher. Certainement que ça va être une leçon pour les deux. Ils vont travailler différemment ensemble. Comment, je ne sais pas. Mais ils ont intérêt à se rapprocher parce que, mine de rien… Intérêt ou besoin? Je pense qu'ils ont un peu des deux. Ouais. Un peu des deux parce que ça fait mal. Si Trump est lâché définitivement par Musk, d'autres pourraient suivre Musk et Trump va se retrouver seul et là c'est fini pour lui. Musk, lui, bon là on sait qu'il y a pour des raisons financières, peut-être que je pense qu'il a dû se rapprocher de Trump parce qu'il a perdu quand même quelques milliards en très peu de temps avec ses déclarations fracassantes, mais je pense aussi que lui il n'a pas envie de lâcher le programme politique. Ses tweets concernent beaucoup plus la politique que ses propres business. Donc il c'est devenu un animal politique, il rêve de ça, il veut faire des choses. Et je pense que s'écarter définitivement de Trump l'écarte du pouvoir et l'écarte de la possibilité de changer la politique, ce qui est le souhait d'Elon Musk. Donc, je pense que les deux doivent apprendre à mieux travailler ensemble. Et puis, comme toute amitié, il peut y avoir des hauts débats, des disputes, ils se remettent ensemble. On va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais je pense que Trump a quand même intérêt à ne pas laisser trop de fissures dans son entourage. C'est un entourage qui est fragile. N'oublions pas qu'entre eux, un Rubio, un Bessant, le ministre de l'économie, et un Kash Patel ou une Tulsi Gabbard, on n'est pas vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. Donc, il a fait vraiment un peu une espèce de grand écart dans son administration de personnes qui sont globalement, qui lui sont fidèles, qui sont plus proches que ce qu'il avait pu faire beaucoup plus proches que lors de ce qu'il avait pu faire lors de sa première élection, mais c'est quand même une assemblée un peu hétéroclite. Donc, il n'a pas intérêt à montrer trop de fissures et à permettre trop de fissures parce que sa mission, je le rappelle, est très compliquée. L'État profond va se sentir pousser des ailes avec ses moments de faiblesse montrés publiquement et sur la scène internationale et sur la scène nationale. On voit le retour des démocrates en opposition. Bien sûr. Qui n'existait pas sur les premiers mois. Voilà. Il n'y a plus de démocrates d'opposition. Ils avaient été obligés de poursuivre l'aventure avec Biden, alors que tout le monde savait qu'il était sénile. Alors, on n'avait pas le droit de le dire à l'époque, c'était la conspiration, et maintenant c'est juste de la science, de la médecine. Ils ont jeté sous le bus la pauvre Kamala Harris, qui ne demandait rien, qui était une potiche, il faut dire la vérité, qui n'était pas faite pour ce job de président parce qu'il n'avait personne d'autre. C'est vous dire à quel point les démocrates étaient vraiment mauvais. Ils n'avaient même pas prévu le plan B que Biden, que sa maladie commence à l'empêcher de devenir président. Ils l'ont jeté sous le bus. Elle était pas là. Elle ne représente pas du tout la suite des démocrates. En revanche, Trump est en train de construire l'image du futur, à mon avis, chef de l'opposition démocrate en la personne de Gavin Newsom, le gouverneur californien, dont j'avais déjà parlé il y a pas mal de temps. Moi, j'aurais été démocrate, j'aurais nommé Gavin Newsom depuis longtemps. Qui joue sa carte à fond, qui joue sa carte politique à fond, là, actuellement. Ah oui, il est à fond. Et il est l'ennemi numéro 1 en ce moment aux États-Unis de Trump. Et il dit arrêtez-moi, j'ai peur de rien, et qu'il affronte le gouvernement américain. Il dit que Trump n'a pas le droit d'envoyer la garde nationale en Californie. Alors, Trump a gagné devant les tribunaux récemment, mais c'est quand même un sujet qui est tendu aux États-Unis. On peut envoyer la garde nationale dans les États que dans certaines conditions. Normalement, cette garde nationale doit être sous la responsabilité des gouverneurs, enfin des États, et dans quelques cas exceptionnels, sous la responsabilité du président des États-Unis. Et il est clairement l'opposant le plus en vue de Trump sur la scène nationale. Donc, Trump est en train de construire un peu son propre ennemi sur la scène intérieure. Il doit faire attention à ça. Mais Gavin Newsom est un candidat, je pense, idéal pour les démocrates. Il est encore dans cette vision woke. Il est à la tête de la Californie. C'est un État qui fait rêver tous les démocrates, tous les woke aux États-unis. Et c'est une personne. Économiquement, c'est un des États les plus puissants des États-Unis. Oui, clairement. Clairement, il a autant d'amis dans la Silicon Valley, voire même plus que Donald Trump. Donc, alors, toute dernière question de ce podcast qui est absolument passionnant. Finalement, qui des deux
de Musk et de Trump, finalement, a perdu ou a pris le plus de coups et a été le plus déplumé par cette affaire, et finalement qui s'en sort le mieux des deux. Voilà. Je pense que c'est quand même Trump qui s'en sort, mais il n'en sort pas indemne. Les tweets de Musk ont été likés, ont été appréciés par des milliers, des centaines de milliers de personnes, des républicains, des personnes proches de Trump, des personnes qui se sentent plus proches des valeurs portées par Musk que Trump. On va dire que c'est peut-être l'aile historique du mouvement MAGA qui veut réduire le budget, qui veut accélérer sur la mise en place du programme de Trump. Et ces personnes-là ont soutenu Musk. Donc, je pense que globalement, Musk perd parce que c'est pas lui le président. Et c'est lui qui demande pardon. C'est lui qui est allé trop loin dans cette joute par tweet interposé ou par message sur les réseaux sociaux interposés. Et je pense que globalement, c'est Trump qui gagne. Mais Trump n'en sort pas indemne parce qu'il a quand même, il exaspère des personnes qui aujourd'hui se disent mais qu'est-ce qu'il fait avec ses dépenses? On ne veut plus de ses dépenses. À quoi vont servir ces dépenses? En plus, dans ce Big Beautiful Bill, il y a des sujets concernant la surveillance du citoyen américain. Donc, c'est pas qu'une question de dépenses. C'est pas qu'une question d'alourdir la dette américaine, c'est aussi une question sur certains sujets de surveillance accrue du citoyen. Et les Américains sont radicalement, ceux qui ont voté pour Trump sont radicalement contre ça. Ils ne veulent pas d'État policier. Donc ça inquiète la base de Trump, en tout cas les historiques qui ont élu un président pour mettre en place un programme pour ramener de la liberté aux Américains, pas pour accroître la surveillance et surtout pas pour accroître la dette. N'oublions pas que cette dette, il va falloir qu'elle soit remboursée un jour et que le service de la dette pèse sur les Américains. Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose que Trump avait promis de bannir. Et d'ailleurs, Musk a ressorti des tweets sur de nombreuses années de Trump qui avait promis de réduire la dette. Or là, une des premières actions qu'il fait dans son premier semestre, c'est de proposer d'alourdir la base de Donald Trump qui veut voir plus d'actions plus rapidement et qui ont peur que Trump finalement cède. Et n'oublions pas que cette peur est justifiée puisque Trump a en effet, lors de son premier mandat, cédé. Il s'est fait mettre le carpin dessus par l'État profond américain. Il n'a rien fait ou n'a pas fait grand-chose par rapport à ses promesses et ses électeurs ont vraiment peur qu'il fasse ça une deuxième fois et se sentent trahis. Donc, il faut faire... Trump a pris des coups et donc Trump doit rassurer sa base plus que jamais. Mais non, Trump doit montrer qu'il a raison et qu'il va mettre en place son programme. Ça, c'est une occasion pour Trump de montrer qu'il a écouté sa base et qu'il va montrer qu'elle n'a pas à craindre une trahison, une trahison, en tout cas une soumission à l'État profond américain. Justement, l'État profond américain, est-ce qu'il est plus puissant ou finalement égal à ce que Trump imaginait? Ça fera un sujet d'émission, Nicolas, absolument passionnant, parce que je pense que véritablement, c'est ma position, que Trump est en train de découvrir à quel point l'État profond américain est enraciné économiquement, politiquement, et que finalement, ça va être extrêmement dur pour lui de s'enlever ce sparadrap. Dernière petite chose pour finir ce podcast, Trump-Musk, on avait posé, alors là, à des Français, donc pas des Américains, mais on avait posé dans Divergence Politique sur Telegram, sur le canal Telegram, dans quel camp êtes-vous? Eh bien, alors 66% avaient dit dans aucun des deux. Mais c'était intéressant de voir que finalement, 18% avaient dit être en soutien de Trump et 16% pour Elon Musk. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un duel entre les deux en termes de séduction. Voilà, donc je pense que côté américain, c'est à peu près pareil. Nicolas, 1000 fois merci pour ce podcast passionnant. Trump, Musk, je t'aime, moi non plus. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème que tu nous auras choisi d'actualité. Nicolas, oui. Merci. Bonne soirée.